Bon, la commission enquête service public, ça c'est formidable, ça fait mal. D'abord, Charles Aloncle est formidable. C'est une découverte. Ça, c'est une découverte totale. C'est un jeune député qui travaille, c'est assez rare finalement chez les députés, qui travaille. Qui est précis dans les questions. Qui est précis, qui a bossé ses dossiers, etc., qui est remarquable, qui pose des questions sans arrogance, voilà, sans agressivité. Voilà, sans agressivité. Avec précision. Sans faire des tonnes, sans la ramener, comme on dit. Ouais. Bon. Et donc ça fait ma joie. Et je voulais voir ce sujet de Valentin Rouillant. Et on écoutera comment se fait la sélection dans les écoles des journalistes. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Savary. On peut l'écouter, tiens, pour commencer, Pierre Savary. Il dirige l'ESJ de Lille. Alors, l'ESJ de Lille, c'est le temple du wokisme. Les jeunes journalistes qui arrivent de l'ESJ de Lille, je pense que ces news, ils n'ont pas envie de venir parce qu'on doit être le diable pour eux. Bien sûr. Et ils rêvent de faire de l'investigation, comme beaucoup de jeunes journalistes. Ils s'endorment le soir avec un portrait d'Edoui Plenel au-dessus de leur lit. C'est vraiment leur dieu. La caricature. C'est vrai. C'est leur dieu. C'est la caricature du dieu. Génial. Ils oublient ce qu'a fait Plenel sur Baudis, ce qu'il a écrit sur Munich. Sur Pierre Mauroy, sur plein d'autres. Voilà, mais ils ne rêvent pas d'investigation, hein, parce que l'investigation, elle vient à eux, si c'est Plenel. Oui. Elle vient sur leur bureau. D'accord. Ils rêvent d'éditorialiser. C'est différent. Ils rêvent de couper des têtes. C'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, et M. Savary, alors, on lui a dit, Charles Aloncle lui a dit, mais il y a beaucoup d'intervenants quand même dans votre école qui viennent, mais il n'y a jamais des gens, a priori du Figaro ou de Valeurs Actuelles, ils viennent jamais. Il y a eu 175 intervenants, il y en a 3 qui sont plutôt classés à droite. Bon. Et puis vous-même, vous écrivez parfois des petits tweets où manifestement vous êtes un homme de gauche, monsieur Savary. Alors écoutez ce qu'a répondu ce monsieur qui dirige, il a le droit d'ailleurs, mais évidemment que c'est un militant. C'est du journalisme militant. C'est du journalisme militant. Des écoles ça ne me dérange pas, mais c'est assumé. Écoutons monsieur Savary. Concernant les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux, d'abord, je pense que vous parlez d'un compte X Twitter personnel et pas celui de l'école, on est bien d'accord, sur lequel je pense que vous le reconnaîtrez si vous y êtes allé, relativement peu actif, avec relativement peu d'activité, quelques retweets effectivement, que je pense être un peu plus variés que ce que vous évoquez là, et peut-être que les retweets que vous évoquez là, je ne les conteste pas, j'avoue ne pas en avoir un souvenir précis, je suis assez peu présent et actif sur Twitter, il y a des retweets qui peuvent exister et que vous retrouverez qui me semble ne pas être avec la ligne idéologique ou politique que vous évoquez. Donc je ne pense pas que l'étude, si je puis me permettre de le dire comme ça, de ce compte-là puisse arriver à la conclusion qui est la vôtre. Il s'emmerde tellement. Si vous regardez les tweets de M. Savary, d'ailleurs, évidemment que c'est un homme qui manifestement a une option. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des écoles de journalistes qui soient orientées à gauche, mais qu'on laisse aussi des écoles orientées à droite, qu'on laisse le pluralisme exister. C'est quand M. Vianney d'Alençon a repris l'ESJ Paris, on a fait tout un scandale en disant ça va être trop à droite, il y a des intervenants de droite, mais attendez, c'est juste, si c'est le cas, ça compense juste toutes les autres écoles de journalisme. Il faudrait laisser un peu de pluralisme. Une école ne doit pas être une école de militants. Une non, école bien sûr doit que non, former mais au métier de journaliste. Évidemment, mais pas alors les endoctriner, c'est pas possible. Journaliste, magistrat, école de magistrat. Moi, je pensais à l'école de la magistrature. C'est les mêmes. C'est pareil. Vous avez donc la construction dans notre pays d'un complexe médiatico-judiciaire contre lequel vous ne pouvez rien. Vous aimez bien les exemples personnels. Oui. Je vais vous citer le mien. Il y a très très longtemps. Le CFJ, ça vous dit quelque chose? Le Centre de formation des journalistes, qui est la grande école. J'ai rien contre l'école de Lille. Qui est la grande école, qui était rue du Louvre à l'époque. Oui, en face du Figaro. Vous passiez les écrits aux arts et métiers, et si vous aviez la chance d'être retenu, vous passiez les oraux. J'ai passé les oraux, et j'étais recalé sur une épreuve de dépêche par un journaliste, je vais être un peu caricatural, mais qui était de Libération, et qui en fait n'avait pas aimé la hiérarchisation de mon classement de dépêche. Voilà. Et quand je suis venu, j'ai regardé, et j'étais refusé au CFJ, Pascal. J'étais, par terre. J'avais pas fait Sciences Po, j'avais pas fait de formation spécialement à gauche. Et ce type-là, et quand je l'ai vu, je lui ai dit, monsieur, c'est pas vous qui m'empêcherez d'être journaliste. Voilà. Donc en fait, les écoles de journalisme, elles sont biaisées à l'origine. Pourquoi est-ce que 80% des journalistes votent Jospin dans le fameux face-à-face? Jospin
Chirac, mais parce qu'en fait, ils sont formés à gauche. Et voilà. Le biais de leur professeur est à gauche. Quand on vous recale, non pas sur vos qualités humaines ou économiques, mais qu'on vous recale parce qu'on estime qu'il aurait fallu mettre en premier la dépêche sur Gaza et pas autre chose, eh ben c'est un classement politique. Alors là, vous dites qu'ils sont formés, c'est-à-dire qu'on choisit les éléments de gauche, ce qui est votre cas. C'est encore différent aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Sciences Po, il faut combattre l'accès avec l'échange avec à l'oral et garder uniquement ce qui se passe à l'écrit et de manière anonyme. Pour passer le concours du CNJ, il faut avoir fait Sciences Po avant, en général, en plus. Quand tu as en face de toi quelqu'un, tu peux voir le profil culturel, intellectuel. C'est pour ça qu'en fait les écoles aujourd'hui remplacent les épreuves écrites anonymes par une épreuve orale qui ne l'est pas. Parce que tu vois qui t'as en face de toi. Et toutes ces écoles recrutent des gens bien pensants. Et si tu arrives avec des idées différentes, t'es recalé. C'est ce qui se passe à Sciences Po. Et c'est les mêmes qui protestent contre la discrimination à l'embauche. C'est les mêmes. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout le monde, c'est ça. En revanche, on regarde le sujet. Je vous donne la parole tout de suite après sur Valentin Rouillant, enquête journalistique. La commission d'enquête sur le service public s'est donc penchée sur les écoles de journalisme. Valentin Rouillant. Nous n'avons jamais des problèmes de disponibilité ou même des journalistes qui ne solliciteraient pas les écoles pour enseigner. Voici les réponses de ces dirigeants d'écoles de journalisme entendus ce jeudi matin en commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Le rapporteur a évoqué des centaines d'intervenants, mais très peu de journalistes issus de médias dits de droite. Interrogés notamment sur les masterclass organisées dans leurs établissements, le rapporteur a évoqué plusieurs noms. Est-ce que vous pourriez recevoir en masterclass des journalistes comme Geoffroy Lejeune, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Eugénie Bastier, Christine Kelly ou Charlotte Dornelas? Les réponses sont unanimes. Aucune personne citée n'a sollicité ces écoles pour y intervenir. Problème, pour le directeur de l'ESJ Paris, une certaine mauvaise foi transparaît. Mais c'est évidemment les représentants d'une école de journalisme qui appellent les personnalités qu'ils ont envie de voir venir devant leurs étudiants. Ça tombe sous le sens, bien sûr. Dans les noms évoqués en commission, celui de Geoffroy Lejeune, et il nous confirme qu'il n'a jamais été invité. Et j'ai été annulé, certaines de mes conférences ou mes rencontres avec des étudiants ont été annulées. C'est arrivé à Sciences Po à Lille, c'est arrivé à Sciences Po à Paris. Selon le rapporteur de la commission, sur 175 intervenants à Sciences Po Paris, seulement 7 journalistes travaillent pour RMC et 2 pour Le Figaro. Moi, ils m'ont pas invité. Ils m'ont pas invité. Vous êtes le mal-aimé. Voilà. Je suis raccord. C'est plutôt une médaille. Ils m'ont pas invité. Ah mais c'est comme la publicité avec le loup là. Qui je suis. Non mais moi j'avais compris. Je me sens magnifique cette chanson. Mais alors on l'a vu hier, c'est la publicité sur le loup. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, on en a parlé. Revenons à notre sujet. Non mais moi j'avais Eugénie. Sur le fait que les journalistes soient orientés majoritairement à gauche et ce depuis des années. Il y a aussi, je pense, une responsabilité d'une certaine droite qui n'a pas poussé ses enfants aussi à faire du journalisme. Moi je me rappelle, moi je viens d'une famille de droite, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste, ils m'ont dit mais ça n'a pas la tête, saltimbanque. Saltimbanque. Oui. Bon, ils ont dit c'est un métier de saltimbanque. Mais dans quel j'avais fait Sciences Po, ils voulaient que je fasse l'ENA ou que je sois... Voilà, mais c'est vrai que... Et du coup, il n'y a pas eu... tous les métiers de la transmission, les professeurs, les journalistes, ces métiers qui transmettent la culture, ont été préemptés par la gauche aussi parce que dans les familles de droite, ça ne se faisait pas de faire ces métiers. Il fallait mieux faire une école de commerce, être avocat, médecin. Et donc ça, c'est en train de changer. Moi, je vois des jeunes, de plus en plus des jeunes qui viennent de familles de droite, qui sont orientés à droite, qui décident de devenir journalistes. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va rééquilibrer effectivement un paysage médiatique qui était évidemment hégémoniquement depuis des années orienté à gauche. Mais après, la question, c'est est-ce que ces jeunes vont pouvoir rentrer dans ces écoles et quand on voit le processus de sélection dont on parlait tout à l'heure. Parce que globalement, certes, il y a les élèves, il y a aussi très grande partie ils vont devoir être 1000 fois plus excellents que les autres. Au-delà des intervenants, ce sont aussi les professeurs qui interviennent. Vous avez fait quelle école de journalisme, Jacques ? Moi, j'en ai fait deux. J'ai fait 2 premières années à l'IUT de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, qui fait partie des écoles reconnues. Et puis après, je me suis spécialisé en radio à l'école de Tours, l'EPJT.
Mais c'est vrai que c'était pas évident. C'est-à-dire qu'au premier trimestre que j'ai fait à Lannion, quand je suis rentré en vacances de la Toussaint, j'étais prêt presque à abandonner parce que j'étais un peu le vilain petit canard. Et c'était au moment, je me souviens très bien, on était dans la campagne présidentielle 2011 pour la présidentielle de 2012. Et pour le coup, c'est vrai que dans les sondages qu'on pouvait faire sur une classe d'une trentaine d'élèves, si vous voulez, deux. Bon, je veux juste revenir un moment sur la commission d'enquête, parce que le Lille, qui se présente comme une entreprise, enfin comme une école privée, en fait. Ouais. Le problème, c'est son financement, parce que son financement est largement public. Il bénéficie de la taxe d'apprentissage des entreprises audiovisuelles, du public, comme Radio France, par exemple. Il bénéficie également de l'aide des collectivités publiques. Donc, c'est de l'argent public. Encore une fois, ça ne me dérange pas qu'il y ait, comme Eugénie Bastier l'a rappelé, qu'il y ait des écoles de gauche. Mais financé par, encore une fois, l'argent public, pardonnez-moi, il y a un problème. Mais le recrutement pose problème. Le recrutement, c'est ce qu'on a dit. Bien sûr. Tu choisis les élèves que tu veux choisir pour des raisons souvent idéologiques. Et si tu vas à l'ESJ de Lille et que tu demandes l'orientation à bulletin secret des uns et des autres, tu t'apercevras qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont du côté de Jean-Luc Mélenchon, et je ne suis pas certain qu'il y ait simplement un élève qui soit du côté de Jordan Bardella. Ça, j'en suis... Mais d'ailleurs, dans la profession, vous verrez très peu, pour ne pas dire personne, qui effectivement défend le Rassemblement national. Mais sans même aller jusqu'au Rassemblement national, Pascal. Je vous parlais de 2012. Nicolas Sarkozy, à l'époque, Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire qu'en école de journalisme, en 2012... Justement, puisqu'on parle de Nicolas Sarkozy, qui est votre ami et que vous avez toujours défendu, soutenu. Et que vous le connaissez depuis combien de temps 83, 84. Donc il était... un demi-siècle. Non, pas un demi-siècle, mais 8 et 5, 13, 40 et quelques années. Bon, il était hier à Marseille et c'est un triomphe, son livre. D'ailleurs, on dit parfois que le livre... Et la veille à Paris, encore pire. Oui, j'ai dit hier que la file d'attente commençait dans le 16e arrondissement et se terminait au péage de Dourdan. Les rues étaient fermées. Oui, c'est ça. Il n'exagère pas, Pascal Praud. Péage de Dourdan. Péage de Dourdan, je fais juste une parenthèse. De la pompe. Péage de Dourdan, quand on va dans l'ouest, on passe par le péage de Dourdan. Oui. Bon, et c'est là qu'on se perd. Et là, vous avez à droite Nantes-Rennes, et puis après, vous avez Orléans. Bon, Monsieur Barbelivien, qui est quand même quelqu'un, a priori, de sensé, mais qui est un peu un artiste. Un jour, nous partons pour la Baule, disons-le. C'est vrai. On se suivait à 10 km près, même sans doute. Et tout d'un coup, on s'appelle, et je lui dis, t'es où? Il me dit, je sais pas où je suis, je comprends pas. Il avait pris Orléans, donc il arrivait à Angoulême. Bon, donc... Mais j'ai visité des trucs sympas. Mais il s'en rendait pas compte. Il était tout seul avec Lulu, et comme Lulu, lui... Il dit rien. Il dit rien, lui. Lulu est sourd. Lulu ne dit pas, tu t'es trompé de route. Donc il est parti à 9h de Paris, il est arrivé quasiment 5h à la Baule. Mais j'ai vu des trucs que je connaissais pas, magnifiques. C'est un artiste. La France est belle partout, je trouve. Mais oui, et puis alors il est cool. Hein. Là, c'est pas quelqu'un, il dit c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, le carillon d'Europe 1, parce que je voulais vous faire écouter peut-être le sujet. Ah, mais il n'est pas là, monsieur Thomas Hill? Bon, alors voyons le sujet de Nicolas Sarkozy, qui était hier à Marseille. Nicolas Sarkozy déplace les foules, mais s'attire aussi les foudres de certains. À Marseille, la librairie Arcadia a été taguée la nuit précédant sa séance de dédicace et son propriétaire a également été menacé. C'était des gens qui voulaient exprimer leur désarroi, leur haine ou leur désapprobation. Par téléphone, j'ai eu quelques menaces depuis la publication de l'ouvrage. J'ai eu des gens qui ont téléphoné même plusieurs fois. Pas question pour autant d'annuler cette séance de dédicace et le public est au rendez-vous. Il y a tellement de monde que si... Du monde, hein. Moi, je pars quand vous êtes tous partis. Hein, donc, Après leur rencontre avec l'ancien chef de l'État, certains nous partagent ce moment. Il n'y a pas de mots.
l'émotion, la joie, tout s'est mélangé. Il a signé ma photo, il a trouvé très belle, ça m'a fait du bien. Mais je l'ai trouvé très fatigué. Franchement, heureux d'avoir vu Monsieur Sarkozy, très gentil, très sympa. Franchement, la grande classe. Mais je suis content d'être venu le premier. Et pour pouvoir satisfaire cette foule, le directeur de la librairie a commandé 800 exemplaires du journal d'un prisonnier. Et ce qui est toujours incroyable avec Nicolas Sarkozy, c'est que, alors il a des fans, c'est le seul homme politique qui est accueilli comme une rockstar, qui a des fans au sens propre, et ce sont des fans, c'est comme Johnny Hallyday, en fait c'est le même public que Johnny Hallyday, c'est toute la France, des riches, des pas riches, des vieux, des femmes, des hommes, des ados, et c'est tout à fait étonnant, et on l'a vu dans ce micro-trottoir. Et on voit beaucoup de gens qui interviennent. Vous avez vu une très grande diversité. Son livre est passionnant. Enfin, passionnant. Émouvant. Très fort. Il n'y a pas que le fait qu'il soit une rockstar, comme vous dites. Le livre que j'ai pas encore fini, moi. Moi, j'ai fini. Vraiment, ça m'a pris au trip dès la première ligne, quoi. Oui, c'est un livre qui est très sensible et où il parle notamment beaucoup de... C'est une vérité nue. À sa famille, à ses enfants et la fierté qu'il a d'avoir... La seule chose, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est... vis-à-vis de Maître Herzog, je sais pas, parce que Maître Herzog, c'est vraiment la crème des hommes, c'est un bon avocat, c'était son ami depuis toujours. Ça, j'ai pas bien compris.